Bonjour mes chers étudiants, on se retrouve à la séance 6 donc pour boucler le cycle vente client. Donc nous avons vu dans la séance 5 les ventes tout court, dans la séance plutôt 4 les ventes, dans la séance 5 nous avons vu les coûts des ventes et les encaissements, et puis maintenant nous allons voir les comptes clients, c'est-à-dire les débiteurs et les provisions pour créances douteuses. Comme on l'avait précisé au départ, la même chose qui se fait, donc on doit identifier les soldes des comptes, on doit calculer les risques d'anomalies significatives par assertion, identifier quels sont les contrôles clés et puis passer aux tests et les procédés de corroboration et la collecte des éléments probants. Donc nous allons faire le même travail au niveau des comptes clients. Toutefois, les comptes clients, c'est des comptes qui concernent le bilan et par conséquent les assertions qui sont relatives au bilan, donc c'est des assertions un peu différentes des assertions du CPC. Et vous voyez à ce niveau-là, donc, c'est-à-dire dans cette opération de vente, au départ on avait dit vente avec débiteur, et puis vous avez les encaissements, et puis vous avez donc maintenant les provisions et les créances douteuses. Donc nous allons traiter ces trois éléments, les comptes clients, les provisions, et puis donc les créances douteuses, donc on verra comment on doit les traiter. Et puis je précise bien que les provisions donc sont des estimations de la direction générale, et puis s'il y a des anomalies là-dedans ou des écarts entre l'auditeur et la direction générale, ça peut être qualifié d'anomalie de jugement. Donc le calcul, on passe directement au calcul des risques d'anomalie, des estimations, c'est-à-dire la quantification du risque d'anomalie significative par rapport aux assertions. Donc nous avons l'assertion d'existence, nous avons l'exhaustivité, l'évaluation, imputation, droit et obligation. Et nous allons nous poser la question donc, à tous les niveaux. Donc quel est le contenu de cette assertion? Qu'est-ce qu'on cherche à travers cette assertion? Et puis en même temps, quel est l'objectif de l'auditeur à travers cette assertion? Parce qu'à travers cet objectif, on va définir les procédés, les tests de contrôle adéquats, etc. Donc une créance, il faut qu'elle existe. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait des comptes de clients fictifs. S'il y a des clients fictifs, ça veut dire qu'il y a des ventes fictives. Et par conséquent, donc, on doit vérifier donc, tous les comptes clients. Et là, je précise une chose, donc on n'est pas comme dans le cas des ventes où on va vérifier donc, les factures, etc. Donc on a les factures, on a les bons de livraison, etc. Les bons de livraison, c'est un moyen qui vérifie donc, que le client a bien reçu la marchandise et par conséquent, le client existe. Mais il y a d'autres moyens parce qu'à ce niveau-là, on va vérifier en même temps les opérations qui se sont déroulées au cours de l'année avec un client. Mais le plus important également, c'est le solde qui va se trouver à la fin de l'exercice, et le solde, donc ça nécessite une confirmation donc de la part du client. Et quelle que soit la stratégie qui sera adoptée par l'auditeur, qu'elle soit mixte ou corroborative, donc il y a des comptes au niveau du bilan qu'on ne peut vérifier que par la corroboration et par la confirmation externe. C'est le cas des soldes clients. Les soldes clients, les fournisseurs, les soldes en banque, donc on doit les vérifier par donc, confirmation externe. Et la confirmation externe, c'est un procédé de vérification qui entre dans la corroboration. Donc, on doit vérifier est-ce qu'il n'y a pas de compte fictif. L'auditeur doit s'assurer que les débiteurs correspondent à des comptes dont les marchandises ont été expédiées et que l'encaissement a eu lieu. Et par conséquent, le meilleur moyen qui nous permet que le client existe, c'est le bon de livraison qui est signé par le client. L'exhaustivité, on ne doit pas ou omettre certains clients, et puis il ne faut pas que certains clients ne soient pas enregistrés en comptabilité, et l'auditeur donc doit s'assurer, qu'aucun compte client est enregistré à chaque fois qu'une marchandise a été expédiée. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'omission. Et en conséquence, il doit vérifier les bons de livraison. L'évaluation et l'imputation, le compte client doit être enregistré à un montant supérieur à l'espérance de l'encaissement. Ça c'est inadmissible. On ne peut pas enregistrer un compte client plus que sa valeur. Et puis, le compte client enregistré dans une mauvaise rubrique comptable, c'est inadmissible parce qu'il n'est pas imputé au bon compte. Et l'objectif de l'auditeur à ce niveau-là, c'est de s'assurer que les comptes clients sont adéquatement évalués. Ça veut dire que les valeurs qui sont là correspondent bien
donc exactement à ce qui est sur la facture. Et puis s'assurer que les comptes clients sont enregistrés dans les rubriques adéquates. Ça veut dire lorsqu'on a les comptes clients, ben, on ne peut pas tout enregistrer dans les clients 3421. 3421, ben, c'est un compte général, mais à l'intérieur, on doit créer des comptes auxiliaires par client et à chaque client, on doit imputer la valeur qui lui convient, l'encaissement qui lui convient, le rabais qui lui convient, etc. Les droits et les obligations, ben, si vous avez des créances clients, ça veut dire que vous avez des droits. Donc on ne peut pas avoir des créances fictives. Ben, s'il y a des créances fictives, ça veut dire qu'il n'y a pas de droit. Et par conséquent, donc, il faut s'assurer que les comptes clients appartiennent effectivement à l'entreprise. Donc, et là, donc, on peut parler des formules de factoring, etc. etc. Donc est-ce que dans la mobilisation des créances, est-ce qu'il y a des comptes qui ont été mobilisés ou qui ont été cédés à des facteurs et qui sont toujours là? Donc on doit s'assurer là, donc, pour voir est-ce que l'entreprise pratique ce type de mobilisation de créances. Et puis on va voir quels sont les contrôles clés qui vont suivre. Donc, parce qu'à travers ces contrôles, ben, vous allez le voir par la suite, il va y avoir des tests et des procédures qui vont venir. Donc nous allons vérifier le numéro du client avec chiffre de contrôle. Donc le numéro de client, parce que chaque client on va lui affecter donc un numéro, et puis donc les contrôles qui sont effectués donc au niveau des reporting mensuels hebdomadaires sur les encaissements, on verra est-ce que c'est bon. La politique de création de nouveaux comptes, on ne doit pas autoriser à n'importe qui, surtout lorsqu'on travaille sur des systèmes informatisés, on ne doit pas autoriser à n'importe qui de créer un compte client. Un compte client, lorsqu'on le crée, donc c'est un compte qui est créé, donc qui est vérifié par un comité, et puis donc il est mis sur un fichier maître, et puis donc personne n'a le droit de le modifier sauf les personnes autorisées. Donc le processus de pouvoir et d'autorisation, ben, qui autorise donc les clients, qui autorise les notes de crédit, qui autorise les lignes de crédit, etc. Donc les rapports d'exception sur les nouveaux clients, donc lorsqu'il y en a. Les messages d'erreur, on avait dit donc que ça c'est relatif donc à des travaux informatiques, donc et puis les écrans ils peuvent générer donc des messages erronés, etc. Et puis les logiciels de dite générale nous assistent à ce niveau-là. Les sommaires chronologiques et les sommaires détaillés donc des comptes auxiliaires clients, parce que nous avons des périodiques, des reportings mensuels, etc. Donc on voit toutes les opérations client par client, on peut avoir des graphiques, etc. Donc des révisions indépendantes des sommaires chronologiques, donc qui va faire ces révisions, et puis un processus de radiation, comme on a dit, on ne peut pas créer un client par n'importe qui, on ne peut pas radier également un compte client par n'importe qui, parce que sinon on va s'amuser à créer des clients fictifs et à radier quand on veut, et là ça va créer des manipulations donc de l'information financière. Et puis la politique d'émission des notes de crédit, donc pas n'importe qui doit émettre des notes de crédit, des autorisations de crédit, et puis tout doit être documenté sur des PV, donc, et la politique d'escompte concernant les paiements, etc. donc doit être claire. Quand est-ce qu'on accorde un escompte de paiement, quand est-ce qu'on accorde un rabais, remise, ristourne, etc. Donc chaque chose doit être documentée, et puis on doit connaître les sources d'autorisation. Sur cette base-là, donc on va mettre en place des procédés de vérification, des procédés analytiques, des procédés de vérification de type observation, de type inspection, confirmation externe, etc. Donc là, on est au niveau des procédures analytiques. Donc il faut voir donc qu'est-ce qu'on attend de ces soldes de clôture, et puis analyser les variations et les tendances. Donc on peut utiliser donc les variations concernant les tendances, les délais clients, les délais de rotation des clients, les délais de paiement. Donc on se réfère au procédé donc des comptes, plutôt de l'analyse financière. Les soldes débiteurs, les soldes, donc on doit analyser les soldes de l'année passée par rapport à cette année. Le classement par échéance, ça veut dire une balance datée, ce qu'on appelle une balance âgée ou bien une balance datée. Donc les délais moyens de recouvrement des clients, donc ça nécessite le calcul des ratios également. Les soldes créditeurs des débiteurs, s'il y a des clients qui ont des soldes créditeurs, ça veut dire s'ils ont des avances, ou bien on leur doit quelque chose, et puis les autres variations, donc imprévues, donc les montants qui varient de façon imprévisible, donc tout ça, donc tout ce qui est anormal, tout ce qui est imprévu, tout ce qui est inhabituel, donc doit être examiné par l'auditeur. Et puis la liste des comptes clients, donc nous allons vérifier l'exactitude arithmétique des calculs au niveau des comptes clients, les sommes des montants, des additions, des soustractions, etc.
Vérifier la concordance des montants avec le grand livre. Bon, le grand livre, donc on a des grands livres auxiliaires, des grands livres général, et dans le grand livre auxiliaire, bon, on a tous les mouvements, donc entrants et sortants au niveau d'un compte client. Et puis il faut vérifier est-ce que tous les montants des encaissements ont été imputés, est-ce que tous les montants des ventes ont été imputés, et puis est-ce que le solde est donc le solde comptable. Je parle du solde comptable parce que ce solde comptable, encore il faut le vérifier par une confirmation externe au niveau du client en envoyant une lettre, donc ou tout moyen. La lettre doit être envoyée, comme on va le préciser par la suite, la lettre va être envoyée par l'auditeur, rédigée par l'auditeur, envoyée par l'auditeur et reçue par l'auditeur pour donner donc une bonne fiabilité donc aux éléments probants, parce que s'il est envoyé par le client ou l'entité à auditer, bon, il perd quand même de fiabilité. Vérifier également la concordance des noms, des montants, etc. donc avec ceux qui figurent donc dans le grand livre, et demander au personnel s'il y a des comptes clients donc qui n'ont pas été enregistrés, hein, donc où il y a des clients qui ont des traitements de faveur et pourquoi ils ont des traitements de faveur, et ainsi de suite. La confirmation, bon, nous allons demander donc pour les clients significatifs, donc on doit demander donc des confirmations des soldes débiteurs donc qui découlent de ces opérations, et puis on va envoyer des lettres comme je l'ai précisé, donc résumer les résultats et mener une investigation sur les écarts s'il y en a, hein, en examinant les documents justificatifs, et puis donc prendre des renseignements auprès des commerciaux, auprès des clients, etc. s'il y a lieu. Là vous avez donc un ensemble de travaux qu'on doit faire également. Obtenir les balances des débiteurs à la date de confirmation choisie, sélectionner les comptes à confirmer. Bon, ça c'est les travaux qu'on doit faire lorsqu'on doit pratiquement utiliser les sondages. On peut stratifier les comptes clients, les clients dépassant un certain niveau, les clients d'un certain montant, etc. Donc les demandes de confirmation, on a dit poster dans des enveloppes, etc. J'en ai parlé. Poster les avis de rappel, etc. Remettez aux clients des copies de toutes les confirmations reçues, remettez une liste des clients qui n'ont pas répondu, parce qu'on va avoir des clients qui répondent, des clients qui ne répondent pas. Les clients qui ne répondent pas à nos lettres de confirmation, donc on doit entamer des procédures supplémentaires, c'est-à-dire donc vérifier à la fin de l'année, au début de l'année, tous les encaissements, décaissements, etc. pour s'assurer des soldes. Et puis on a d'autres moyens de confirmation, donc on peut appeler par téléphone, par email, etc. Donc on a tous les moyens donc pour s'assurer donc d'un client. Donc on doit également donc suivre donc ces confirmations. Et puis s'il y a des opérations, donc il faut consigner dans un dossier, bon, toutes les opérations, ben, s'il y a des groupes, donc l'entreprise fait des opérations avec des filiales, des personnes qui ont donc un intérêt avec l'entreprise, etc. Donc c'est-à-dire les opérations liées. On doit s'intéresser donc de manière très très précise à ces opérations liées. Et puis on doit, s'il y a des clients en devise, on doit s'assurer que les conversions à la fin de l'année ont été faites. Est-ce qu'il y a les écarts de conversion ont été calculés? Est-ce que les provisions ont été bien prises en considération? Donc la communication, donc les éléments significatifs relevés, donc est-ce qu'ils ont été notés donc pour communication à la direction? Donc on doit les noter, on doit voir quelles sont les conventions comptables pratiquées par l'entreprise donc au niveau du secteur d'activité, quelles sont les conventions comptables retenues au niveau de l'entreprise, s'il y a des changements. Donc tout ça, donc on doit s'y intéresser dans le cadre des méthodes et des conventions comptables. Bon, s'il y a des signes de fraude, ça veut dire des clients fictifs, des clients qui ne sont pas comptabilisés, des clients comptabilisés, surévalués, sous-évalués, etc. Il faut identifier bien évidemment ces fraudes, et puis il faut évaluer l'impact sur les assertions des dirigeants, et puis demander des explications à la direction, et tout ça, ça doit être fait donc par écrit. Donc les procédés supplémentaires, donc il faut additionner les balances, donc là les balances AG, contrôler l'exactitude des classements chronologiques des clients, et puis pour ce qui est des débiteurs importants, ça nécessite donc un traitement particulier et une vérification particulière. Concernant maintenant les provisions,
Les provisions, donc ça relève des estimations de la direction générale. Donc lorsqu'on a des comptes clients douteux, donc premièrement, donc il y a des règles au niveau marocain que, c'est-à-dire on ne peut provisionner que s'il y a des lettres de rappel, s'il y a donc le passage par un avocat ou huissier de justice, etc. Donc on ne peut pas venir et déclarer un client litigieux ou douteux. Et par conséquent, donc on doit faire des estimations en se référant à l'historique, c'est-à-dire combien de clients litigieux dans le passé ont payé, combien ils n'ont pas payé. Et sur la base de ces estimations historiques, on peut établir des estimations comptables donc pour établir un petit peu de façon raisonnable les provisions pour créances douteuses donc qui vont donner lieu à une écriture comptable au niveau de l'actif avec un crédit et au niveau des dotations d'exploitation au niveau des charges. Donc, et bien évidemment, il faut vérifier est-ce qu'il y a des informations qui sont fournies au niveau des états d'information complémentaires. Donc, il faut s'assurer également que les provisions pour créances douteuses sont rattachées donc au compte concerné. Et puis, est-ce qu'ils ont été comptabilisés donc au niveau de l'exercice? Donc là, on doit s'intéresser donc à ce travail-là et puis on doit discuter avec les dirigeants quelles sont les méthodes qu'ils ont utilisées pour établir ces provisions et comment ils ont procédé donc pour faire leur jugement. Bien évidemment, donc, s'il y a un échantillon convenable, donc on doit faire un échantillonnage donc, et vérifier, bon, s'il y a peu de comptes clients douteux, donc on va pratiquement les vérifier de façon exhaustive. Donc sinon, on doit procéder donc, aux montants les plus importants à vérifier, et puis après on passera au montant inférieur au seuil d'importance relative, et puis on doit procéder par un sondage. Retracer donc un échantillon de paiement reçu à la fin de la période, les dépôts, etc. Donc examiner toutes les notes de crédit, donc ça c'est relatif pratiquement à tout. Les radiations des débiteurs, ça veut dire que des clients qui deviennent carrément impayés et par conséquent, c'est des clients qu'on doit déclarer comme créances non récupérables et puis il faut les annuler et les passer en compte de charge. Et bien évidemment, il y a la TVA qui va avec, etc. Donc ça c'est un travail que doit vérifier l'auditeur. J'ai en fin de compte donc un cas, donc le cas, donc le temps ne permet pas de le retracer, mais généralement on le fait dans le cadre des travaux dirigés. Donc je vous remercie donc vivement mes chers étudiants pour votre audience. Donc on se retrouvera dans la séance numéro 7. Merci infiniment. Bonjour mes chers étudiants, donc nous arrivons à la séance numéro 7 qui prend comme titre les salaires et les avantages sociaux. Bon, normalement nous devons traiter donc juste après les ventes, le cycle vente client, nous devons traiter les achats et les fournisseurs, mais c'est pas grave, on va la laisser à la séance 8. Bon, l'audit des salaires et des avantages sociaux, ça nécessite les mêmes procédures pratiquement d'audit, donc un programme d'audit, donc des contrôles clés et puis donc des tests de contrôle et la mise en place des procédés de corroboration pour la collecte des éléments probants. Bon, nous allons parler un petit peu donc des composantes du salaire. Ben, les composantes du salaire, c'est le salaire brut, c'est les primes, c'est les indemnités, c'est les avantages sociaux, c'est les avantages en nature, etc. Donc, et puis il y a des retenues à la source, des retenues donc fiscales et des retenues parafiscales de type CNSS, CIMER, assurance, etc. Et puis il y a des parts patronales et des parts salariales, il y a des cotisations donc à des associations, par exemple les œuvres sociales, etc. Donc qui sont faites par l'entreprise ou bien par le salarié lui-même. Donc le cycle, ça s'appelle donc cycle des salaires. Et puis nous allons, comme nous avons dit la dernière fois, donc les charges décaissables donnent naissance à des dettes et par conséquent, donc du moment qu'on va traiter les salaires, donc les salaires nous allons trouver donc le 61,7, ben, avec toutes ces composantes, ça veut dire la partie traitement et salaire, etc. et la partie charge sociale et puis les retenues à la source donc qui vont donner lieu à des impôts. Donc il y a trois composantes, il y a les salaires donc avec toutes leurs composantes, il y a les retenues à la source donc sociale et puis il y a les retenues à la source fiscale. Donc dans ce cadre-là, nous allons revenir sur la fameuse relation qui existe entre le CPC et le bilan en disant que les charges décaissables donc donnent naissance à des dettes et par conséquent, ben, lorsqu'on sert un salaire, donc dans sa composante brute ou nette, nous avons donc les charges, c'est-à-dire le CPC qu'on va toucher, en même temps on va toucher l'autre partie qui est la partie passive du bilan. Et la partie passive du bilan, donc ça concerne les salaires nets, ça concerne les retenues à la source de CNSS, ça concerne les retenues à la source également de l'impôt sur le résultat.
résultats. Donc voilà donc ce que vous allez avoir, donc les salaires à payer, bon, les rémunérations donc incitatives, etc., c'est-à-dire de type prime et tout ça, les avantages sociaux à payer, les assurances collectives et tout ça, et puis les retenues à la source, et puis donc le décaissement du salaire qui peut passer par virement, par espèce, etc. Donc ce sont les composantes du salaire donc, que nous devons vérifier donc, au niveau de l'entreprise. Et le plan qu'on va faire, c'est-à-dire le programme, il va se baser sur ces éléments-là. On va identifier les opérations, on va définir les risques d'anomalies significatives par assertion, et puis nous allons faire les contrôles clés, les tests de contrôle s'il y a lieu, et puis les tests de corroboration qu'on va mettre en place, et puis on collecte nos éléments probants, et on va donc bien évidemment émettre soi-disant, donc avoir un petit rapport, un rapport intermédiaire au niveau des salaires. Les assertions que nous allons vérifier, donc nous avons deux catégories d'assertions, les assertions du CPC et les assertions du bilan. Les assertions du CPC, ça concerne les charges. Les assertions du bilan, ça concerne la contrepartie d'une charge, c'est-à-dire les dettes, à savoir donc les dettes concernant les salariés, les dettes concernant les organismes sociaux et les retenues à la source de l'État. Bon, revenons sur les assertions du CPC. Donc vous avez la réalité, l'exhaustivité, l'exactitude, la séparation des périodes et le classement. Donc l'auditeur doit définir des objectifs par assertion et par la suite il va définir, donc il va évaluer, quantifier le risque par assertion. En conséquence, il va mettre en place les procédés de vérification afin de collecter les éléments probants. N'oubliez pas que tout travail que doit faire l'auditeur, donc c'est un travail qu'il doit documenter, donc c'est-à-dire au moment de l'évaluation des risques, au moment de la mise en place des procédés, au moment de la collecte des éléments probants, comme on l'a dit, en quantité et en qualité suffisante. Et puis donc on va faire le même travail également au niveau du passif, sachant bien que donc on va vérifier l'existence, est-ce que ces salariés existent, est-ce que on a comptabilisé tous les salaires, est-ce qu'on a imputé, c'est-à-dire les salaires au bon compte, et puis ils ont été calculés correctement. Et puis donc n'oubliez pas que nous sommes en train de parler d'un passif, donc il ne s'agit pas de droit, il s'agit d'obligation. Voilà donc un peu les éléments. Et puis vous avez le détail au niveau des états d'information complémentaires, donc il ne faut pas l'oublier. Ça c'est le rappel des assertions, donc vous les connaissez maintenant, donc, je crois. Donc à travers chaque élément, l'auditeur, donc la réalité, c'est-à-dire l'auditeur, il va fixer des objectifs. Donc on va vérifier est-ce qu'il n'y a pas de salaire fictif. On peut créer donc des salariés fictifs, et puis ça c'est très courant dans certaines entreprises, surtout qui sont grandes, etc. Donc là où il n'y a pas un bon contrôle. Donc s'il y a un bon contrôle de système, je dirais un système de contrôle interne qui est parfait, donc où normalement il n'y aura pas de salariés fictifs. L'enregistrement des charges salariales, donc à plus d'une entreprise, ou l'enregistrement des salaires deux fois, donc c'est des éléments qui peuvent arriver. L'auditeur se fixe comme objectif de s'assurer que les salaires ne sont pas versés à des employés effectifs, et également il doit s'assurer que les charges sociales relatives au travail effectué ont été enregistrées une seule fois. Donc c'est la partie réalité. Donc au niveau de l'exhaustivité, on a dit que l'auditeur doit s'assurer de l'enregistrement de la charge salariale dans sa totalité ou dans sa globalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'omission au niveau des salaires. Et puis au niveau de l'exactitude, c'est une question de montant, c'est une question de date également, et puis que les salaires soient affectés aux bons salariés. Donc l'auditeur doit s'assurer que les salaires sont enregistrés au bon montant, à la bonne date, et puis versés aux bons salariés. Donc c'est les éléments clés donc, du contrôle à travers les assertions. Donc, et je rappelle que nous avons dit que les anomalies significatives donc, peuvent avoir lieu donc, au niveau des états de synthèse de manière globale, et puis au niveau de chaque assertion. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce travail, donc, et puis dans le cadre de la programmation de ce travail de l'audit. La séparation des périodes, bien évidemment, on doit veiller à ce que les salaires soient comptabilisés dans l'année qui concerne, c'est-à-dire l'exercice comptable. Et par conséquent, il y a des primes qui interviennent en fin d'année, des indemnités qui interviennent, etc. Et par conséquent, on doit veiller à ce que ces primes et ces indemnités donc, doivent être imputées au bon moment, à la bonne date. S'assurer que les salaires sont enregistrés dans la bonne période. Et finalement, donc, nous avons le classement. Ça veut dire que les salaires doivent être comptabilisés dans les bons comptes. S'assurer que les salaires sont enregistrés dans les rubriques comptables adéquates. C'est la rubrique 61, plutôt 61. 61 exactement, c'est des charges d'exploitation. Et puis le poste 61, 7.
Bon, maintenant il faut calculer les risques d'anomalies significatives par assertion. Bon, ça c'est un rappel, un petit rappel comptable, ça veut dire des comptes qu'on va utiliser. Bon, je crois donc que vous êtes déjà familiarisé avec la comptabilité pour arriver à l'audit. Donc les salaires, donc avec toutes leurs composantes, part salariale, part patronale, brute, etc. Donc, et puis la contrepartie, les rémunérations, c'est le net, les charges sociales à payer, y compris donc les parts salariales et patronales, l'État prélèvement sur traitement et salaire, donc c'est l'impôt sur le revenu, et puis les autres organismes sociaux, donc ça c'est la rubrique 44.3, le poste 44.3, 44.4, 44.5, et donc autre chose, c'est-à-dire c'est autres organismes sociaux, c'est 44.8. Les salaires et les avantages sociaux maintenant. Donc nous allons voir quels sont les contrôles clés qu'on va faire. Bon, au niveau de l'entreprise, vous avez vu, donc on a parlé des ventes, on a parlé des RH, donc des technologies d'information, etc. Donc tout ça, ça nécessite donc des travaux donc, que l'entreprise doit faire. Bon, nous allons nous concentrer sur le RH. Donc, il faut donc qu'il y ait donc des règles, donc la réglementation de travail impose qu'il y ait des affichages de postes, et puis nous avons ça au niveau du manuel d'organisation. Dans le manuel d'organisation, on a tous les salaires, tous les postes qui sont spécifiés. Donc si on veut créer un employé, bon, on ne peut pas permettre à quelqu'un de créer un employé sur le système informatisé, donc ça nécessite une autorisation spéciale, et puis ça fait partie des contrôles généraux. Et puis après, donc, il faut voir quels sont les avantages sociaux qui sont servis aux salariés. Donc il y a des gestions des dossiers, donc chaque salarié a son propre dossier donc de recrutement, le contrat de travail, les promotions qu'il avait fait, le taux horaire salarial, etc. Et puis au niveau des RH, on a toujours des horodateurs ou bien ce qu'on appelle des fiches de présence, des fiches de temps, ça dépend des entreprises, comment elles les appellent. Et puis les salaires ils sont traités donc en relation avec un système d'information. Un système d'information, donc on utilise dans les entreprises des PGI, des logiciels de gestion intégrés, et puis on a besoin de créer donc un salarié, donc au niveau d'un fichier maître par exemple, hein, donc là c'est le travail de la direction informatique, et puis donc on doit veiller donc à donc vérifier les créations des employés et le départ des employés, parce que dans les grandes entreprises il y a des recrutements, il y a des départs, et puis pas n'importe qui doit être autorisé donc à créer des fiches maîtres d'employés et puis un fichier maître d'employés, parce qu'un employé, donc, il subit des modifications au cours de sa carrière, donc en termes de promotion, en termes de changement de situation familiale, en termes de nombre d'enfants, en termes de congés payés, etc. Et puis donc, ça veut dire que ces changements-là, donc informatiques, ne doivent pas donc concerner n'importe quelle personne. Bon, ça doit faire l'objet d'une demande d'autorisation, de modification au niveau des systèmes. Et ça, c'est un travail donc qui fait partie du contrôle interne. Donc, ça le temps qui nous est imparti dans le cadre de ce cours ne nous permet pas d'aller au-delà. Et puis vous avez les modifications que doit suivre donc un salarié donc au niveau de sa vie donc de l'entreprise, et les modifications, donc les distributions de chèques, des salaires, etc. Donc tout le processus, depuis la fiche de temps, depuis les pointages, depuis l'élaboration donc des salaires, le comptage donc de tout ce qui est avantage et tout ça, les retenir à la source, et puis jusqu'à ce qu'on délivre le chèque de salaire. Nous allons voir donc par la suite quelles sont les procédures de corroboration que nous allons mettre en place, et puis nous avons parlé donc de procédures analytiques, de tests de contrôle, donc de l'inspection, de l'observation, de la confirmation externe, etc. Ben, l'auditeur, en fonction de ses objectifs qu'il avait tracés donc à l'égard, c'est-à-dire ses attentes à l'égard des soldes, des salaires, etc. Donc il doit procéder à une revue analytique des variations des tendances significatives, donc il doit comparer les salaires d'une année à l'autre, et puis voir le nombre de salariés l'année passée, le nombre de salariés cette année, etc. Donc ça, c'est un travail analytique que l'auditeur doit faire. Et puis il doit également voir toutes les modifications qui ont eu lieu donc, au niveau des salaires, et pourquoi ces modifications ont eu lieu, qui a autorisé ces modifications, les augmentations et les taux de rémunération, est-ce qu'il y a donc une augmentation donc, générale ou une augmentation particulière, etc. Pourquoi certaines personnes ils ont subi une augmentation, pourquoi d'autres, est-ce que l'augmentation est légale ou elle n'est pas légale, etc. Et puis l'analyse des salaires et des avantages donc, par catégorie de salariés, et la vraisemblance donc, des taux horaires moyens des salaires. Donc là il faut faire ce travail, et
l'analyser. Et puis donc nous allons consulter le journal et le grand livre des salaires. Le journal c'est un document donc auxiliaire, et puis vous avez le grand livre général et puis les grands livres auxiliaires des salaires pour voir est-ce que tous les salariés ont été tous les salaires ont été comptabilisés. Les opérations non comptabilisées, il faut demander des informations complémentaires. Est-ce qu'il y a des salaires ou des avantages qui n'ont pas été comptabilisés? Est-ce qu'il y a des employés effectifs? Est-ce que les employés dans les conditions contractuelles sont inhabituels, donc comment ils ont été traités, et puis il faut les vérifier, pourquoi ils ont ces conditions inhabituelles. En tout cas, tout ce qui est inhabituel, tout ce qui est un peu qui sort de l'ordinaire, donc il doit être évalué. Et puis il faut voir les contrats dont les dirigeants ils ont avec l'entreprise, les types de salaires et avantages dont ils bénéficient. S'il y a beaucoup de salariés, donc l'auditeur doit procéder par sondage. Donc c'est tout à fait normal, comme les achats, comme les ventes, etc. Et lorsqu'on va procéder par sondage, donc on doit sélectionner un échantillon représentatif par catégorie de salariés, etc. Et puis nous allons déterminer la taille de l'échantillon optimale. Nous allons donc mettre les tests de corroboration, les tests de contrôle, et puis donc tous les procédés nécessaires pour collecter les éléments probants, pour nous assurer que les salaires sont réels, sincères, etc. Comparer donc le nom, le classement, etc., le numéro de pointage avec les autorisations d'embauche, etc. Donc chaque salarié au niveau de l'entreprise il a un matricule. Donc il y a des fiches de pointage. Ça peut être des fiches de pointage manuelles, ça peut être des horodateurs, ça peut être donc beaucoup d'éléments donc qui permettent donc une signature électronique ou autre. Et puis il faut retracer donc le taux de rémunération des salariés donc dans le temps. S'il y a des conventions collectives dans le cadre de certains secteurs, par exemple les banques, etc., il faut voir est-ce que les salaires respectent les conventions collectives. Retracer les heures de travail effectuées et voir un peu les cartes de temps et de pointage. Retracer les heures de travail et le coût de main d'œuvre des salariés. Vérifier le calcul de la paie brute, la paie nette, etc., pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Là, c'est une question d'exactitude. Et puis vérifier les déductions salariales, les retenues à la source, etc. Et il faut vérifier est-ce qu'ils ont été versés. Le système comptable manuel, je passe de tout ça. Et puis j'arrive aux retenues à la source. Au niveau des retenues à la source, donc nous avons les retenues à la source donc de type IR sur les salaires. Nous avons les retenues à la source pour les organismes sociaux, la CNSS, la CIMR et autres organismes. La CIMR, c'est pour le secteur privé. Dans le secteur public, nous avons la CMR, etc. Donc, à la place de la CNSS, de l'assurance maladie obligatoire, etc., donc vous allez trouver le CNOPS et autres. Et le sommaire donc, des déclarations fiscales, donc au niveau des salaires, par exemple, donc on a des déclarations de la CNSS, on a une déclaration mensuelle. Au niveau des salaires, on a des déclarations donc, de retenue à la source donc, qui est mensuelle, mais il faut également faire une récapitulation donc, au mois de février. Donc c'est ce qu'on appelle l'état 9421, donc qui permet de regrouper tous les salaires de tous les salariés donc de toute l'année. Donc ce qui fait que ces chiffres-là, on doit les corroborer donc avec le CPC, on doit les corroborer également avec les états d'information complémentaires, parce que dans les états d'information complémentaires, on a donc des tableaux concernant le détail des comptes du CPC. On doit les corroborer également avec le journal de la paix, le grand livre. Donc c'est un petit peu l'ensemble des éléments que nous allons vérifier donc, au niveau des retenues à la source. Donc, de manière générale, donc vous avez tout ce qui est salaire, donc tout ce qui est gestion des salariés, donc tout ce qui est traitement informatique des salariés, donc les fiches de paie. Il faut s'assurer que les fiches de paie ont été bien remplies. Il faut s'assurer également que le journal de paie, donc parce que au niveau de l'inspection de travail, on a deux documents, donc deux livres de paie qu'on doit cacheter au niveau de l'inspection de travail. Donc c'est le livre de paie et le livre des congés payés. Il faut s'assurer que les congés payés ont été comptabilisés. Il faut s'assurer également que tous les salariés ont été enregistrés dans le livre de paie. Il faut s'assurer également que les bulletins de paie ont été servis aux salariés. C'est des éléments qui sont exigés par la réglementation du travail au Maroc. Il
faut s'assurer également donc, que le statut donc, des salariés donc, est affiché. Il faut s'assurer que l'organigramme est affiché. Il faut s'assurer donc, que l'entreprise respecte la législation du travail. Donc voilà donc grosso modo donc, les grands éléments donc, concernant les salaires. Donc c'est un traitement qui n'est pas aussi compliqué que ça. Donc là, les éléments que nous avons vus, ce sont les éléments les plus importants. Et par conséquent, donc, le traitement est beaucoup plus facile, c'est-à-dire une fois que vous avez traité un cycle, les mêmes procédures vont se répéter, donc le même programme va se répéter. La seule chose qui va faire la différence, c'est le cycle lui-même, parce que collecter des éléments de salaire, donc c'est pas la même chose que collecter des éléments donc, concernant les factures, etc. Je dis un tout petit mot. Lorsqu'on va fixer donc le seuil de signification, on a un seuil de signification au niveau de l'entreprise de manière globale, mais lorsqu'on va travailler au niveau du salaire, il faut faire très attention. Ce seuil d'importance relative ne peut pas être applicable au niveau du salaire. Pourquoi? Parce qu'au niveau des salaires, vous pouvez trouver un PDG donc, qui a 200 000, 300 000 de dirhams de salaire, comme vous pouvez trouver un employé, une femme de ménage, donc un employé auxiliaire, etc., qui touche un SMIC. Donc, si vous prenez le seuil d'importance relative, donc ça veut dire que vous allez exclure une bonne partie des salariés. Donc, les salaires les plus importants, on doit les vérifier en totalité. Donc, et les salaires moyens, donc on va faire des strates, donc des petits salaires, des salaires moyens et des salaires donc importants. Les salaires importants, on doit les vérifier. On doit vérifier les contrats qui existent entre les dirigeants et l'entreprise en matière de salaire, avantages en nature, avantages sociaux, etc. Et puis, donc, on doit faire des échantillonnages donc, par rapport aux salariés dont le salaire est inférieur au seuil de travaux. Ça veut dire qu'on doit redéfinir un seuil de travaux qui peut être la moyenne des salaires. Voilà donc de manière globale. Et puis n'oubliez pas que tout le travail de l'auditeur doit être un travail qui est documenté. Ça veut dire que ce soit au niveau des tests, au niveau les tests de contrôle, au niveau de la collecte des éléments probants. Et s'il y a des anomalies, donc on doit les corriger. Donc, et puis on doit faire les tests jusqu'à ce que, donc c'est-à-dire on doit s'assurer qu'il n'y a plus d'anomalies. Voilà de manière globale mes chers étudiants. Donc merci infiniment et on vous laissera donc à la séance prochaine, Inch'Allah.